Voici une enquête criminelle qui date du début du XXIe siècle. Une enquête de 2004 à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. Nadia Amour a disparu. Son assassin sera jugé et lourdement condamné. Mais on ne retrouvera jamais le corps de Nadia. Jamais. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Beaucoup d'enquêtes criminelles commencent de cette manière. Quelqu'un a disparu du jour au lendemain et son entourage s'inquiète. Dans cette histoire, c'est une femme qui a disparu. On est en novembre 2004 à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, et c'est son frère qui s'inquiète et qui vient voir la police. Voilà, on est sans nouvelles de ma sœur depuis ce matin. Et elle s'appelle comment, votre sœur ? Nadia. Nadia Amour. Comme amour avec un H devant. Sur quelle base est-ce que vous dites qu'elle a disparu ? C'est-à-dire qu'avec ma mère, on a essayé de l'appeler plusieurs fois. Elle n'a pas répondu. D'accord, monsieur, mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, ça. Mais elle avait des rendez-vous. Plusieurs rendez-vous. Elle n'y est pas allée. Elle a pu oublier. Ou avoir autre chose à faire. Elle devait aller voir notre mère, elle n'y est pas allée non plus. Et elle n'a pas prévenu. Elle l'aurait prévenu, notre mère. Si vous saviez, monsieur, tout ce qu'on voit dans notre métier, le nombre de gens qui viennent nous dire « un tel a disparu » puis qu'on découvre 2 jours plus tard dans le plumard d'une donzelle. Depuis quelle heure vous n'avez pas de nouvelles ? Depuis 8 heures ce matin. Elle est allée déposer les enfants à l'école et après, rien. Et elle a quel âge, votre sœur ? Elle a 41 ans ? 41 ans, enfin, monsieur, elle est donc plus que majeure, Elle a pu s'absenter pour un tas de raisons, c'est son droit. On va quand même pas ouvrir une enquête pour disparition inquiétante à chaque fois que quelqu'un répond pas au téléphone depuis le matin, monsieur. Oui, mais quand même, elle a 5 enfants. Je vous jure, elle serait pas partie sans ses gosses. Monsieur, je vous le répète, on voit beaucoup de choses dans notre métier. Donc vous rentrez chez vous, et éventuellement, si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 3-4 jours, vous revenez nous voir. Vous voulez pas envoyer une patrouille quand même chez elle ? Au cas où, juste une patrouille. Ok, je vais demander une patrouille de passer. Vous me donnez l'adresse ? Il lui donne l'adresse, cité des Carreaux, 5 rue Michelet, à Villiers-le-Bel. Et donc une patrouille de police va sur place. Il sonne, et c'est le mari qui leur ouvre. Ce qui, entre nous, est un sujet d'étonnement. Enfin, pourquoi diable le frère de la soi-disant disparue a-t-il demandé à la police d'aller sur place alors que le mari est là ? Pourquoi est-ce qu'il n'y est pas allé lui-même ? Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce n'est pas le mari qui est venu signaler la disparition de sa femme ? Oh, merci d'être venu. Je failli aller vous voir moi-même. Je suis très inquiet que ma femme n'ait pas donné de nouvelles depuis ce matin. Et de un, ça lui ressemble pas. Et de 2, on a quand même 5 enfants. C'est pas du tout le genre à pas s'occuper de ses enfants, quoi. Les policiers font un tour rapide de l'appartement. Ils notent qu'il est moyennement rangé, mais avec 5 gamins, c'est jamais facile. Et à part ça, RAS, et ils s'en vont. Et la nuit passe. Et le lendemain matin, toujours pas de Nadia. Du coup, le frère retourne au commissariat. Pas le mari, une fois de plus. Le frère. Moi, ça commence à me titiller, là. Pas vous ? Bah oui, il doit y avoir un blême entre les deux, entre le frère et le mari, je sais pas quoi, mais un truc. Sinon, ils feraient tout ça ensemble. Non. Bref, au commissariat, le frère se fait une fois de plus rabrouer. Et en même temps, mettez-vous à la place des flics. Nadia n'a disparu que depuis 24 heures. Mais le frère est têtu. Moi, je partirai pas du commissariat tant que vous n'aurez pas pris ma plainte. Je vous dis que ma sœur Nadia, elle a disparu, que c'est inquiétant, que c'est peut-être criminel. Cela dit, il a eu bien raison de s'énerver. Parce que les policiers cèdent. Ils enregistrent une plainte pour disparition inquiétante. Et ils se lancent dans une petite enquête pour savoir qui est Nadia.
Ils vont voir les voisins, ils appellent les proches, ils se rencartent sur ses relations, sur ses habitudes, sommairement, hein, sans rentrer dans le détail. Bon, alors voilà tout ce que j'ai pu recueillir. Donc c'est une femme dont on m'a dit que du bien. On n'est pas loin de l'unanimité pour une fois. Donc dans le quartier, on m'a parlé de sa gentillesse, de son sourire. On m'a dit beaucoup aussi qu'elle était très jolie. Il y en a même un qui m'a dit que les hommes se retournaient sur son passage. Elle s'est mariée il y a 15 ans avec Amirouche Amour, qui est de nationalité algérienne. Donc lui aussi, on m'a dit que c'était un beau mec, bien habillé, tout ça. À part ça, elle a fait des études de commerce. Elle était assistante de direction à la Bourse de Paris. Joli parcours quand même, hein, pour une fille de banlieue. Elle a arrêté de travailler à la naissance de son troisième pour s'occuper de ses enfants. Et derrière, ils en ont eu 2 de plus. Bon voilà, que dire d'autre? Oui, les gens disent que depuis qu'elle a arrêté de travailler, elle était plus négligée. Qu'avant elle mettait des talons, tout ça, maintenant qu'elle en met plus. Ce genre de choses, quoi. Il y en a une qui m'a dit qu'elle ne se maquillait plus. Ok. Pas de problème particulier, de conflit, de signe d'inquiétude. Ouais, enfin un truc peut-être. Certains se demandent si elle a vraiment choisi cette vie de femme au foyer. A priori, il y en a qui ont été surpris par ce choix. Ok. Ça pourrait expliquer qu'elle se soit barrée. Tu vois, elle en a plein le dos d'être une mère de famille modèle, mais elle se tire un peu lâchement pour vivre sa vie. On en revient donc à l'hypothèse d'un départ volontaire. Parce que ça existe, hein, ça vous savez. Il y a tous les ans des dizaines de gens qui disent « je descends acheter un paquet de clopes » et qui ne reviennent jamais. C'est lâche, hein. Oui, c'est lâche. Mais qui suis-je pour leur jeter la pierre? Pierre. Dis, tu peux regarder si Amour Nadia a utilisé son passeport ces derniers jours? Ok, je regarde. Amour Nadia, amour avec un H. Hein. Négatif. Bon, de toute façon, son passeport est périmé. Ok. Bon, on se fait remonter ses comptes en banque. Hein? On verra bien si elle a retiré du liquide pour prendre la fuite, ok? Ah ben non. Elle a retiré 130 € 2 jours avant de disparaître. Et depuis, pas un centime. On ne fait pas une fugue avec 130 € en poche. Et donc la piste de la fugue prend l'eau. Ou alors, un amant. Un amant qui a des sous et qui paye pour elle. Mais sa famille n'y croit pas. Nadia? Elle n'a jamais eu d'amant, Nadia. C'est une femme, elle a des valeurs. Elle aurait jamais trompé son mari. Jamais. Drôle d'argument, les valeurs. Parce que moi, je connais un paquet de Sainte-Nitouche qui cachent bien leur jeu, je vous le dis. Et de Saint-Nitouche aussi. Alors le coup des valeurs, pas à moi. Pendant ce temps-là, la famille de Nadia ne chôme pas. Ils placardent des affichettes dans toute la cité des carreaux, avec la trombine de Nadia et un numéro de téléphone. Et ils interrogent des dizaines de gens. Quand est-ce qu'ils ont vu Nadia pour la dernière fois? Était-elle seule ou accompagnée? Etc., etc. Ça ne donne absolument rien. On a vraiment perdu la trace de Nadia. Je me demandais tout à l'heure s'il n'y avait pas un blême entre le frère, les frères en réalité de Nadia, et le mari, Amirouche. Eh ben j'ai eu du nez. Les frérots l'ont dans le pif. D'après ce qu'elle nous a raconté, Nadia, c'est pas un bon gars, hein, Amirouche. Nous longtemps on s'est dit c'était un type bien, mais en fait non. Enfin, pas du tout d'après ce qu'elle m'a raconté. Genre, elle passait un peu trop de temps à faire le marché. Eh ben elle rentre, il lui dit « T'en as mis du temps, t'es allé voir un amant, nananer, quoi. » Un type possessif, vous voyez? Manipulateur, tout ça bien caché derrière son joli visage. Vous savez jusqu'où il est allé? Il a payé un voisin pour espionner Nadia quand il n'était pas là. Et tous les soirs, l'autre lui faisait son petit rapport. C'est un fou furieux, Anne Rouge. Et voilà. Ça, je pense, ça va vous intéresser. Nadia, elle voulait divorcer. Divorcer? Intéressant.
Oui, ça faisait 3 ans qu'il faisait chambre à part. Elle voulait divorcer. Et voilà, elle a disparu. Voilà. C'est bon. On a compris. Il pense qu'Amirouche, son beau-frère, a tué sa sœur. Compte tenu des dernières révélations, c'est une hypothèse sérieuse. Et encore plus sérieuse quand vous aurez entendu ça. Les policiers se sont rencardés pour savoir s'il y avait vraiment une procédure de divorce en cours. Effectivement, monsieur et madame Avour avaient rendez-vous avec le juge pour fixer les modalités de leur divorce. Et quand ce rendez-vous devait-il avoir lieu ? Le mardi 23 novembre. Sacrebleu ! Mais c'est le lendemain de sa disparition, ça. Et vous savez quel genre de décision devait être prise ce jour-là ? Oui, possiblement l'attribution du logement, la garde des enfants, vous voyez, des choses comme ça. Avec des décisions du genre on confie les enfants à la mère et dans ce cas c'est elle qui garde l'appartement, c'est ça ? Oui, c'était une hypothèse fort probable dans ce dossier, oui. Autrement dit, le lendemain du jour où Nadia a disparu, Amirouche allait perdre son appartement et la garde des enfants. Bim, bim, perdant au grattage, perdant au tirage. Ça pue, non ? D'autant que les policiers apprennent que si elle voulait divorcer, lui ne voulait pas en entendre parler. Mais Nadia, elle avait prévu d'inviter toute la famille au restaurant pour fêter son divorce. Je peux vous dire qu'elle était pressée. Que le juge il dise c'est bon, c'est fait. Elle attendait que ça. Et lui, son mari, que disait-il ? Il disait, oui, on a des problèmes de couple, mais on a 5 enfants, on peut pas divorcer comme ça. Lui, il voulait pas en entendre parler. Et je sais pas si on vous a dit ça. Ce qu'il a dit au gosse, 2 jours avant que Nadia elle disparaisse. Non. Allez-y. Il a dit au gamin, profitez du repas parce que c'est le dernier couscous que vous allez manger. Je crois que c'est clair, non ? Par ailleurs, les policiers ont découvert que Nadia a fait plusieurs mains courantes au sujet du comportement d'Amirouche dans les semaines qui précèdent sa disparition. Hop, écoutez-moi ça. J'ai compté. Amour Nadia a fait 18 mains courantes dans les mois qui précèdent sa disparition. Oh. La dernière le 6 novembre, soit 15 jours avant la disparition. J'ai la copie sous les yeux. Nous sommes en instance de divorce et mon mari me fait subir d'énormes pressions. De plus, il se montre violent verbalement. Bon, je crois que les choses sont claires, non ? Oui. Les choses sont assez claires. On commence à ne plus avoir beaucoup de doutes sur la responsabilité d'Amirouche dans la disparition de sa femme. Mais il y a un lézard. Car sa mère, ses frères, ses enfants et son avocate viennent de recevoir des lettres de Nadia. 4 lettres au total, toutes postées le jour de sa disparition depuis un bureau de poste situé à proximité de la gare du Nord à Paris. Je suis obligé de partir parce que j'en ai marre de mes enfants, ainsi que de leur père, et aussi de toute ma famille. Je n'en peux plus. Aujourd'hui, je suis parti parce que je veux donner une bonne leçon à mes enfants et à la personne qui vit avec nous à la maison. Tout le monde m'insulte, ils ne m'écoutent pas, ils cassent tout. C'est pas des enfants que j'ai, c'est des monstres. D'entrée, tout l'entourage de Nadia dit que ça sonne faux. Mais enfin, jamais Nadia l'aurait dit que ses enfants c'est des monstres. Jamais de la vie. Enfin, c'est impensable qu'elle écrit une lettre comme ça. En plus, franchement, c'est pas du tout son écriture. Il y a même une faute dans l'écriture de mon frère Hassen. C'est pas elle qui a écrit ces lettres. Les flics placent les 4 lettres sous scellé et ils les envoient à un expert en écriture. Avec la quasi-certitude qu'effectivement, ça n'est pas Nadia qui a écrit ces lettres, que c'est une tentative de les orienter sur une autre piste que celle qu'ils suivent en ce moment, c'est-à-dire la piste du mari. « 3 jours après la disparition de Nadia,
Le juge ordonne une perquisition en règle de l'appartement de Nadia et de son mari. Et dans l'appartement débarquent les gars de la scientifique avec leur éternel Blue Star, le produit miracle qui révèle les taches de sang. Pchit, 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 pchit. J'ai une grosse tache ici. Et moi une autre ici. Et là aussi. Il y a du sang aux quatre coins de l'appartement, y compris dans la chambre des enfants, sur la machine à laver et dans la salle de bain. Et cette fois, l'appartement qui la dernière fois était complètement en désordre est parfaitement rangé. Impeccable. Ça sent le monsieur propre, vous trouvez pas? Mais tout musclé qu'il soit, monsieur propre ne parvient pas à effacer les taches de sang. Et j'ai du sang ici aussi, sur l'interrupteur et la rampe de la cave. Ok, on descend à la cave. Honnêtement, les flics s'attendent à y trouver le cadavre à la cave. Mais il n'y est pas. Les prélèvements de sang sont envoyés au labo pour vérifier qu'il s'agit bien de celui de Nadia. On se doute un peu de la réponse, non? Mais soyons patients. Amirouche Amour est placé en garde à vue dans la foulée. Et comme on pouvait s'en douter, il a une explication pour le sang. Moi, je pense que ça vient du jour où j'ai voulu réparer le vélo de ma fille. Je suis allé le chercher à la cave, et après je me suis blessé avec un tournevis. Après je suis allé chercher du sparadrap, j'ai dû en mettre partout, quoi, c'est tout. Écoutez, monsieur, on verra si c'est votre sang, hein, ou le sien. On a envoyé des échantillons au labo, on aura vite la réponse. Montrez-moi votre blessure. C'est une toute petite blessure de rien du tout, ça, monsieur. On va faire venir un médecin pour vous examiner. Mais vous voyez bien que cette toute petite blessure ne peut pas avoir produit tout ce sang. Le verdict du médecin est effectivement imparable. Alors, il existe une plaie, oui, très superficielle de la pulpe du 4e doigt de la main droite. Cette lésion peut effectivement avoir été faite par un tournevis, mais compte tenu de sa localisation, elle ne peut entraîner un saignement que de petite abondance, au moment de la blessure, et pas très longtemps. Je vous l'avais dit, hein, ça doit mouliner là-haut dans sa petite tête, parce qu'il sait, lui, que ça n'est pas son sang qu'on a retrouvé partout. Il sait que c'est le sang de Nadia. Il a parfaitement compris qu'il est coincé. En attendant, l'interrogatoire d'Amirouche se poursuit. Vous pourriez nous donner votre emploi du temps de la journée du 22, monsieur? Ouais. Le matin, je suis allé faire quelques courses à la supérette. Vous avez acheté quoi? Dans mon souvenir, du jus d'orange et des bonbons. D'accord, et après? Après, je suis rentré et j'ai croisé ma femme et elle est portée à ses rendez-vous. Et après, monsieur? Après, je me souviens, j'ai pris un café avec le boucher. Un café avec le boucher? Mais il se fiche de notre poire. Le boucher, son boucher, était en vacances en Algérie le 22. Et de toute façon, il ne travaille jamais le lundi. Il prend les poulets pour des jambons, Amirouche. Non? Alors qu'il est toujours en garde à vue, les policiers recueillent le témoignage d'une voisine qui habite juste en dessous de chez Nadia et Amirouche. Le matin du 22, ils se sont disputés. Encore une fois, remarquez, c'est souvent avec eux. Et puis à un moment, j'ai entendu un bruit sourd. Et j'ai entendu quelqu'un qui criait « Au secours! Au secours !» Et puis après plus rien. Ah ouais, ça commence à faire beaucoup. Alors, malgré ces dénégations, Amirouche Amour est présenté au juge d'instruction et mis en examen pour assassinat.
et écrouée. La lettre soi-disant envoyée par Nadia à son avocate était un recommandé. Il a été tamponné à 18h dans un bureau de poste près de la gare du Nord. Les flics se font remonter les images de vidéosurveillance du bureau de poste. Regarde là, cet homme-là. Tu vois, c'est lui qui pose la lettre. Tu lui donnerais quel âge ? 30 ans, on est d'accord. Donc, ça n'est pas lui, Amirouche, qui a posté la lettre. Mais en fouillant dans son téléphone portable, les policiers ont identifié un de ses copains, Mohamed. Il l'a appelé plusieurs fois le jour de la disparition de Nadia. Et regarde, j'ai une photo de ce Mohamed là. On est d'accord que c'est lui qui poste la lettre sur la vidéo là. On est d'accord. Et le susdit Mohamed le confirme aux policiers. Son copain Amirouche lui a demandé de poster ses lettres. Et puis, on vient de recevoir le rapport de l'expert en écriture. Je vous confirme que ce n'est pas Amour Nadia qui a écrit ces lettres. D'accord ? Et est-ce que c'est son mari ? Vous avez pu comparer ? Je ne peux pas dire avec certitude que c'est lui qui a écrit les lettres. En revanche, c'est lui qui les a signées au nom de sa femme. Ça, j'en suis absolument certain. Et un poids de plus dans la balance. Et maintenant le bouquet final. Les expertises du sang retrouvées dans l'appartement. Bon, il s'agit majoritairement du sang de Madame Amour. On a quelques traces de sang qui sont du propre sang du mari, mais à chaque fois mêlées à celui de sa femme. On peut donc imaginer qu'ils se sont bagarrés, qu'elle s'est défendue, et que ce faisant, elle l'a blessé. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour boucler ce dossier. Retrouver le corps et obtenir, si possible, des aveux de la part de l'intéressé. Le 7 avril 2005, le juge d'instruction ordonne des battues à la Cité des Carreaux. Des dizaines de policiers et de chiens spécialisés dans la recherche des restes humains sont mobilisés. Ils fouillent les caves et les alentours de la cité. Rien. Quelques jours plus tard, la fille aînée du couple Amour, âgée de 12 ans, demande à parler aux policiers. Elle se souvient d'un truc le soir du 22 novembre. Mon papa, il nous a dit à moi et à mes frères et sœurs qu'il descendait à la cave pour préparer des stocks de vêtements qu'il voulait faire envoyer en Algérie. Et il nous a dit surtout de ne pas regarder par la fenêtre le temps qu'il les descende en bas. Et vous avez regardé quand même ? Ben oui. Et j'ai vu papa, il sortait de l'immeuble avec un gros sac qu'il a mis dans la voiture du voisin. Et après, ils sont partis tous les deux. Un gros sac ? Le corps ? Le cadavre de Nadia ? Voyons ce qu'en dit le voisin. Ah ben oui, c'était le soir vers 8h. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à porter un gros sac. Jusqu'à un parking où c'est qu'il y a une benne à ordures. Et vous avez jeté le sac dans la benne ? Oh ben, il l'a fait tout seul. Et après, on est parti, quoi. La benne en question a été vidée depuis, et son contenu broyé et jeté à l'incinérateur. On ne retrouvera jamais le corps de Nadia Amour. Jamais. Il y aura un procès, ça ne fait aucun doute. Mais ce sera un procès pour assassinat sans cadavre. Le procès d'Amirouche Amour s'ouvre en mars 2008 devant la cour d'assises de Pontoise. On se dit, tout l'accuse. Il ne lui reste plus qu'à avouer. Il n'a rien à perdre à avouer. Au contraire, avouer l'humaniserait un peu. Mais lui, dans son box, bien peigné, bien habillé, les mains posées sur ses cuisses, ne lâche rien. Même face aux évidences. Monsieur Amour, concernant votre emploi du temps le jour de la disparition de votre femme, vous dites, je lis, « J'ai bu un café avec le boucher. » Or, il semble que le boucher ait été en vacances en Algérie, à cette date-là. Que dites-vous là-dessus ? C'est le juge qui a mal noté ce que j'ai dit. J'ai pas dit j'ai pris un café avec le boucher, j'ai dit j'ai pris un café avec un commerçant à côté de la boucherie, c'est pas pareil. Et tout est à l'avenant. Monsieur Amour, comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé une quantité importante de sang de votre femme dans votre appartement ? Oh ben ça,
C'est parce que Nadia, elle se blesse souvent, hein. Il n'a pas l'air prêt à lâcher quoi que ce soit. Et le sac, monsieur Amour, que vous avez demandé à votre voisin d'apporter jusqu'à la benne. Qu'avait-il dans ce sac, monsieur? J'ai pas dit de l'amener jusqu'à la benne. Et d'ailleurs, on l'a pas apporté à la benne. C'était des vêtements, et comme il partait en Algérie, je voulais qu'il les apporte à ma famille là-bas, c'est tout. Et d'ailleurs, à un moment, la fermeture, elle s'est cassée, et mon voisin, il a bien vu que c'était des vêtements. Et tant pis si personne en Algérie n'a reçu le moindre sac de vêtements. À un moment, la présidente demande « Quand la mère de votre femme dit qu'elle a besoin de savoir où est la tombe de sa fille, que répondez-vous ? Que pour moi, ma femme, elle n'est pas morte. Elle nous a quittés, mais elle est vivante. Je sais pas où elle est, mais elle est vivante. » Le moment le plus raide du procès est celui où un de ses fils vient témoigner. C'est lui. Il l'a tué. Tout ce qu'il dit, c'est un mytho. Ma mère, elle était gentille. Elle était belle. Mais lui, il voulait tout le temps la faire passer pour une folle. Mon père, il a toujours dit que cette histoire se finirait dans le sang. Son propre fils est certain qu'il est coupable. Et les jurés aussi. Car après 5 jours de débat, Amirou Chamour est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Il fait appel, et la peine est confirmée. À un détail près. Nous assortissons la peine d'une interdiction définitive du territoire à l'issue. Autrement dit, quand il aura purgé sa peine, Amirou Chamour sera expulsé vers l'Algérie. C'est ce qu'on appelle la double peine. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Nous allons débriefer cette histoire maintenant avec vous, Rémi Crosson du Cormier. Vous étiez avocat général au procès d'Amirou Chamour. 30 ans de réclusion criminelle, c'est ce que vous aviez demandé ? Alors, j'avais demandé la peine de la réclusion criminelle à perpétuité en prenant les éléments de ce dossier très au sérieux par sa gravité et surtout par l'obstination totale que l'accusé a montrée pendant toute l'audience. Alors, j'étais en appel, si bien que c'est la deuxième fois qu'il pouvait être amené à s'expliquer, mais en réalité, et comme vous le disiez très très bien dans la présentation de son argumentation, si on peut considérer que c'en est une, il n'a jamais donné la moindre explication et se contentait de faire des commentaires souvent inexacts et encore plus souvent mensongers sur tous les éléments qu'on lui présentait. Donc j'ai estimé que cette préméditation, c'est la peine prévue par l'assassinat, était celle qui était justifiée. Les jurés ne m'ont pas suivi, ils l'ont condamné à la peine qui est immédiatement inférieure à la réclusion criminelle à perpétuité, donc celle de 30 années de réclusion criminelle qui est une peine conséquente et exemplaire pour réprimer ce crime affreux. Il est condamné pour assassinat. C'est donc pour meurtre avec préméditation. Est-ce qu'on est vraiment certain de la préméditation ? Sur quelle base est-ce que les jurés disent il voulait la tuer ? Alors, bien sûr, vous posez cette question qui est légitime parce que à ce moment-là, les cours d'assises n'avaient pas encore à motiver leur décision, on est 2 ans avant. Oui. C'était jugé en appel en février 2009, alors que la motivation de la cour d'assises ne date que de août 2011. Donc on est obligé de supputer. Alors on suppute quoi ? Alors, on ne suppute pas, on estime qu'il y a un cheminement vers le tragique acte qui est celui de supprimer la vie de celle qui partage sa vie, celle qui est la mère de ses propres enfants. D'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure, cette histoire finira dans le sang par un grand nombre de positionnements que... Oui, il y a aussi le moment où il dit au gamin, profitez-en, c'est votre dernier couscous.
Il y a un certain nombre de choses comme ça qui ressortaient du dossier, tout à fait exactement. Et vous l'avez souligné aussi, c'est très important, le lendemain du jour où il était question de passer à la procédure de divorce, ce qu'il ne supportait absolument pas, parce que en réalité, bon, il y a sa culture, c'est une première chose, mais surtout le fait que sa femme travaillait, lui, il a très peu travaillé depuis son arrivée en France quelques années avant. Il a travaillé quelques mois, il vivait totalement au crochet de son épouse. Donc il avait besoin d'elle. On va revenir dans un instant sur le mobile et prendre le temps qu'il faut. Il est condamné, à l'issue du procès au cours duquel vous êtes avocat général, à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une interdiction définitive du territoire à l'issue de la peine, puisqu'il est algérien, qu'il n'a pas la nationalité française. Est-ce qu'on est certain qu'il sera expulsé vers l'Algérie? Parce que j'ai cru comprendre que l'Algérie était un peu bougonne en ce moment à l'égard de la justice française. Alors, cette peine que vous avez qualifiée de double peine, c'est vrai, c'est une peine complémentaire qui est possible lorsqu'on est condamné à une peine de réclusion criminelle, surtout à la hauteur de celle qui a été infligée à M. Amour. Elle est encourue, il y a un certain nombre de conditions, et là même par le fait qu'il est père de famille, des enfants qui seront certainement plus mineurs au moment où il sera mis en liberté, cette peine est encourue, prévue par le code pénal, elle a été discutée, elle a été... en général, elle est exécutée. Voilà. C'est bien sûr, ça ne dépend nullement de l'autorité judiciaire, puisque c'est ensuite l'administration qui met à exécution une décision judiciaire. Il y a un certain nombre de cas, bien évidemment, dans lesquels l'Algérie accepte de reprendre un ressortissant qui est de nationalité algérienne. C'est complètement possible. Il est impossible de dire que ça va être exécuté avec certitude, et encore moins de dire que l'Algérie ne prend pas en considération. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont ramenés par des décisions d'expulsion vers l'Algérie. C'est absolument évident. Alors la question du mobile, moi ce que je crois avoir compris, c'est qu'il l'a tué pour garder l'appartement, qu'il allait perdre avec le divorce, et la garde des enfants. C'est ça ? C'est ça. Si vous voulez... on peut le supposer avec les éléments qui ont été recueillis dans l'entourage par les enfants, par les témoins divers et variés, par la propre famille de son épouse, sachant tout de même que les deux époux étaient cousins éloignés. Hein, c'est un mariage un peu arrangé entre les deux familles. Nadia Amour s'appelait également, c'est son nom également de naissance. D'accord, elle s'appelait deux fois Amour. Absolument, Madame Amour, épouse Amour. Ils ont un degré de parenté suffisamment éloigné pour avoir le droit de se marier, mais ils sont cousins. D'accord. Lui est arrivé en France pour épouser cette jeune femme qui elle, avait, vous l'avez rappelé, fait des études, avait un emploi tout à fait conséquent. Elle vivait une vie totalement adaptée à la société dans laquelle elle se trouvait, alors que lui, je n'ai plus le souvenir de ce qu'il a pu faire, mais pendant le nombre d'années qu'il a vécu en France, il est arrivé à la fin des années 80, je ne me rappelle plus exactement quand, peut-être en 87, il n'a quasiment pas travaillé. Il vivait totalement au crochet. Alors peut-être qu'il avait des activités ici et là, peut-être par moments qu'on peut appeler des activités non déclarées au noir, comme l'on dit. Mais en tout cas, il était dans ce système dans lequel ça a fini par faire naufrage parce que il était absolument pas adapté au mode de vie qui était celui de sa femme. Alors, il y a, je le disais il y a quelques instants, sa culture, la façon dont il voit la vie, oui. Il doit la vivre, mais normalement, il est supposé travailler. Mais à partir du moment où il savait que tout cela allait disparaître d'un moment à l'autre parce qu'elle reprenait son indépendance, l'indépendance qu'elle avait connue avant, de vivre sa vie de mère de famille, il n'a pas supporté et il a donné la mort à cette femme dans des conditions horribles dans le cadre de leur appartement avec... certainement une arme blanche, puisqu'il y a du sang qui a coulé. On a retrouvé du sang dans l'appartement, jusque dans la cave où, je me souviens de ce détail, elle ne descendait absolument jamais dans la cave, donc on ne voit pas très bien pourquoi il y avait du sang de sa femme sur la barre d'appui de l'entrée de la cave. Et puis toute cette mise en scène autour avec les faux en écriture, le postage d'une lettre depuis la gare du Nord alors que c'est pas lui qui poste la lettre. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui sont extraordinaires, qui montrent qu'il y a une préparation, donc une préméditation de la réalisation de cet acte qui n'est pas un acte spontané. C'est pas au cours d'une dispute
que celui-ci a tué sa femme. Il a attendu le dernier moment pour lui supprimer la vie en pensant qu'il arriverait à dissimuler les preuves de cet acte. La question du mobile, toujours, est-ce qu'il n'y a pas, assez bêtement, une question d'honneur? Un mâle blessé? Ça peut en faire partie. Mais si vous voulez, le mobile, comme vous savez, en droit pénal, il est quand même annexe. Alors il est intéressant de le connaître parce qu'en cour d'assises, on essaye quand même de savoir pourquoi une personne a volontairement donné la mort à une autre. Mais le mobile ne constitue pas l'infraction. Et ce qui nous intéresse, c'est la preuve du fait que celui-ci a donné volontairement la mort, et on avait quand même beaucoup d'éléments qui ont été retenus et qui ont convaincu la cour d'assises, à l'époque, qui était tout de même composée de 12 jurés. Il y avait 12 jurés en appel à ce moment-là. 12 jurés en appel et les 3 magistrats. Donc il y a eu une majorité qui s'est dégagée, qui a permis de condamner M. Amour à la peine de 30 années de réclusion criminelle. Elle n'avait pas choisi, Nadia, cette vie de femme au foyer. C'est lui qui la lui a imposée. Peut-être même lui a-t-il imposé ses 5 enfants qui l'ont empêché de poursuivre sa carrière à la Bourse de Paris. Alors ce sont des éléments qui sont importants à connaître, mais qui peuvent pas expliquer ce passage à l'acte aussi grave. C'est-à-dire que lui était quelqu'un d'extrêmement buté. Je l'ai vu quand même pendant plusieurs jours de suite, en réalité, dans une audience, même si c'était avec une distance entre l'avocat général et l'accusé dans une salle d'audience. Mais il a montré qu'il était incapable d'avoir la moindre réflexion sur quoi que ce soit. Donc je suppose qu'il était pareil dans sa vie de tous les jours. Il a pas supporté de ne pas pouvoir imposer son point de vue, la façon dont il envisageait les choses. Puis il y a ses enfants qui ont déposé, c'était évidemment extrêmement émouvant. Et puis de l'autre côté, il y avait une famille, sa belle famille, qui en même temps était ses cousins éloignés, des gens qui étaient extrêmement dignes, il n'y a jamais eu d'exagération, il n'y a jamais eu de haussement de ton. Ils étaient sincèrement atteints par la disparition de leur sœur, enfin de la... Est-ce que le bonhomme qui est dans le box colle, pas physiquement, mais donne l'impression de coller au geste commis, probablement donc à l'arme blanche? C'est un geste très violent, le sang coule, on évacue le cadavre, on va le jeter dans la benne. Est-ce que ce bonhomme ressemble à ce geste? Est-ce qu'on le sent capable de ça? Alors, si vous voulez, moi, je préfère pas avoir des ressentis sur des têtes de clients, si vous voulez. Est-ce qu'il est capable de faire ça ou pas? Moi, je suis là pour rechercher et présenter à la cour d'assises des preuves. Alors, la preuve, ça fait par tout moyen. Comme vous savez, on demande aux jurés d'avoir une intime conviction. Il y avait dans ce dossier un grand nombre d'éléments, des contradictions, des approximations, et puis cette mise en scène qui est quand même tout à fait étonnante avec... il avait apposé sa signature. C'est lui qui a fabriqué des documents à partir de vrais documents en mettant une fausse signature. Il a imité la signature de sa femme, c'était un peu grossier. Et puis toute cette mise en scène, si vous voulez, qui peut pas justifier un seul instant qu'elle ait pris le large pour aller avec je ne sais quel amant dans le nord de la France, comme il le sous-entendait. Il n'y avait absolument aucune possibilité de prouver ce qu'il pouvait avancer, si vous voulez. Mais le fait d'être buté de cette façon-là, de ne pas admettre qu'on puisse le contredire, ça fait partie du mode opératoire. Du mode opératoire qu'on lui prête, même si vous voulez, les modes opératoires aux assises, souvent les témoins disent mais c'est pas possible, il peut pas avoir fait quelque chose d'aussi atroce, on peut pas rationaliser un crime, alors que nous ne sommes pas criminels, puisque on fait pas juger des crimes par des gens qui en ont commis de leur côté, mais il faut pas non plus tomber dans l'erreur en voulant rationaliser un comportement qui n'est pas rationnel. Oui, c'est ça la difficulté d'apprécier le comportement criminel. L'absence de cadavre, est-ce que c'est un problème? Alors, l'absence de cadavre, on est bien sûr gêné par l'absence du cadavre parce que le fait de donner volontairement la mort à autrui se caractérise notamment par le fait qu'il y ait un cadavre. C'est-à-dire qu'une personne qui était vivante avant le crime et qui ne l'est plus après. Bien sûr. Le cadavre n'est pas un élément constitutif de l'infraction voulue par le code pénal. On n'exige pas que la mort puisse être caractérisée de façon criminelle sur autant un meurtre qu'un assassinat par la présence réelle et constante du cadavre. Mais on peut supposer, par un certain nombre d'éléments qui ressortent du dossier, par le fait notamment qu'il a transporté ses sacs
qui était très très vraisemblablement le fait qui résulte du découpage du cadavre de sa femme, avec du sang dans l'appartement, avec un passage d'un endroit à l'autre, et puis ensuite les porter vers la benne à ordures. C'est tout simplement abominable de penser qu'il a tout simplement balancé sa femme aux ordures, qu'elle est partie avec le reste des déchets de la cité où il habitait. Alors, pour les jurés, évidemment, il faut reprendre cette argumentation-là en leur expliquant comment l'absence de cadavre n'empêche pas que l'on puisse prouver et apporter leur intime conviction que la mort a bien été donnée par cet accusé-là à cette victime-là. Il y a plein d'affaires dans lesquelles le sang est assez convaincant en la matière. Mais bien sûr. J'ai une dernière question à vous poser, Rémi Crosson du Cormier, qui est un peu hors sujet, mais pas totalement. J'ai regardé un peu votre biographie. Vous avez 35 ans de métier, c'est ça ? Oui, un tout petit peu plus, mais oui. C'est ça. Vous avez longtemps été procureur de la République et régulièrement avocat général. Est-ce que c'est intéressant d'être avocat général ? Ah, c'est un métier qui est très intéressant parce que c'est un métier comme ceux de mes adversaires d'en face, ceux de la défense, les avocats, c'est un métier de conviction. Oui. Et bien sûr, la particulière acuité de cette fonction d'avocat général, c'est de convaincre non seulement des magistrats professionnels, qui sont les professionnels de la cour d'assises, le président, les assesseurs, mais aussi des jurés citoyens, et c'est leur expliquer en quoi le dossier présente les preuves que je rapporte. C'est mon métier. Mon métier est celui de la conviction, de les emmener sur le terrain de la preuve, et c'est l'obligation que j'ai de démontrer. Je dois présenter des affirmations, parce que la défense me reproche, bien sûr, de bonne guerre dans faut les prouver, quoi. Monsieur l'avocat général, vous ne faites qu'affirmer, vous ne prouvez pas. Je l'ai entendu à bien des égards, mais la Cour d'assises est là justement pour qu'on puisse recueillir des preuves et qu'elles soient celles qui emportent la conviction des jurés pour condamner. Mais bien sûr, j'ai à un certain nombre de reprises requis la condamnation de certains accusés, lesquels ont été condamnés et d'autres ont été acquittés. Ça arrive. Voilà. Une chose, peut-être toujours pour faire de la pédagogie, vous êtes avec le président et bien entendu les avocats, le seul à avoir lu la totalité du dossier pénal. Absolument, tout à fait. Ça vous prend combien de temps ? Alors, ça dépend bien sûr de l'importance du dossier. J'ai des dossiers très longs dans lesquels on peut passer plusieurs mois à lire une procédure, bien sûr. Plusieurs mois. Plusieurs mois, bien sûr, oui. J'ai eu un dossier qui concernait le génocide du Rwanda avec une procédure très très volumineuse. J'ai passé plusieurs mois avant une audience qui elle-même en durait plusieurs aussi. Donc, en général, c'est assez proportionnel. On a un temps de préparation qui est égal au temps d'audience. C'est-à-dire pour 5 jours de procès, vous avez 5 jours de préparation. Par exemple, oui. Mais quand on a la chance, si j'ose dire, de ne faire que ça, comme c'est mon cas actuellement, et comme c'était déjà le cas à Versailles quand j'ai eu l'affaire Amour, mais il y a bien des postes d'avocats généraux d'assises qui font ça en plus de leur emploi du temps de substitut, de vice-procureur, de procureur de la République, quand ce sont des juridictions qui ne sont pas des... Oui, dans des petits départements, il n'y a pas un avocat général à plein temps. Et bien sûr que non. Il fait ça le soir, le week-end, la nuit, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Rémi Crosson du Cormier, d'avoir accepté de revenir sur cette affaire assez lointaine. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.